Juin pour l'ouverture officielle de notre congrès. Je salue notamment le directeur diocésain Bruno Pranger et le président du Synadic Bertrand Van Nedervelde. Sans plus tarder, nous allons annoncer les résultats du vote et c'est François Thiébaut qui se charge de cette mission. Je vous propose de vous installer au pupitre pour nous donner les résultats. Pas lire d'envie donc les futurs hommes politiques qui se présentent. On est plus sur des résultats post-soviétiques. Allô, c'est du live, hein, voilà. En ce qui concerne les entrants et les sortants, nous avons pour chacun d'entre eux 83% de votants. On devrait avoir plus, mais le système de vote avec les petites cases, les personnes qui n'ont pas coché dans les petites cases n'apparaissent pas dedans, puisqu'ils ne vont pas de voter dedans. Ah, voilà. Donc sur 151 votes exprimés, nous avons 83% pour chacun. Les 151 représentent également les nombres de pouvoirs que vous avez eus. Et nous passons maintenant sur le résultat sur le rapport moral. Nous sommes à 99% de oui, 1% de non. Voilà. Ah non, non ça... Le rapport financier, 96,9 avec 3,1 de non. Ça représente 3 personnes sur l'ensemble. Et le report des à nouveau, 96,7, même chose, avec 2 non et 1 abstention. Voilà. Écoutez, merci à tous. Et merci camarades. Bravo aux heureux élus. Et en parlant d'élus, d'heureux élus, vous l'avez peut-être aperçu, nous avons l'honneur de compter parmi nous Monsieur le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, que j'invite à me rejoindre sur scène pour un mot de bienvenue. J'invite également Virginie Bécourt, la présidente du Synadec, et Marie-Hélène Belémé, chef d'établissement à Saint-Étienne, à monter sur scène pour accueillir Monsieur le maire. Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Donc avant de vous laisser la parole, donc voilà, je tenais vraiment à vous dire que ça fait 2 ans qu'on attend de pouvoir venir chez vous, donc on est venu plusieurs fois, découvrir votre belle ville, votre palais des congrès. Quel bel outil, regardez. Un certain nombre de chefs d'établissement qui, malgré tout, ont tenu à se déplacer, donc nous sommes ravis. Et j'ai convié un de vos chefs d'établissement de Saint-Étienne, voilà, pour vous faire un petit hommage et vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les écoles. Je vous laisse la parole. Très bien. Bonjour Monsieur Perdriau. Donc Monsieur Perdriau est à la fois maire de Saint-Étienne, mais également président de Saint-Étienne Métropole. Les établissements de Saint-Étienne ont le plaisir de pouvoir collaborer sur plusieurs points, notamment avec Saint-Étienne Métropole pour la dotation informatique, qui est dans toutes les écoles de Saint-Étienne. Nous avons également la possibilité de bénéficier des infrastructures sportives avec les professionnels qui interviennent auprès de nos élèves. Voilà, donc un grand merci pour tout cela. Et nous avons aussi la chance de pouvoir collaborer avec Madame Rioux, qui est une adjointe déléguée spécialement pour les écoles privées à Saint-Étienne. Un grand merci. Merci à vous, merci de votre accueil. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Soyez les bienvenus à Saint-Étienne.
j'ai écouté les résultats de vos élections. Il faut absolument que je sois très attentif à votre travail. 80%, 83% chacun, c'est un objectif que je vais dorénavant me fixer. Madame la présidente du Synadec, monsieur le référent Loire du Synadec et toute l'équipe qui a organisé ce congrès, mesdames, messieurs les administrateurs, monsieur le directeur diocésain, cher Bruno Pranger, je voudrais également saluer les élus qui m'accompagnent, Robert Carulac, qui est vice-président en charge du tourisme et des congrès à la métropole, également élu à Saint-Étienne, Samy Kefi-Jérôme, qui est adjoint à l'éducation, et également par ailleurs conseiller régional, et Anne-Sophie Rioux, conseillère municipale déléguée en charge de l'enseignement privé. Nous avions effectivement à cœur, comme dans le précédent mandat, d'avoir une élue dédiée aux questions particulières des écoles privées, compte tenu de la loi, du contexte et du rôle important que vous jouez. Et elle joue parfaitement, évidemment, son rôle et je l'en remercie. Et vous tous, mesdames et messieurs, nous sommes tous très heureux de participer à vos côtés au Congrès national du Synadec, qui se place sous les couleurs du partage, l'amour du savoir et de la transmission. Je tiens avant toute chose à remercier le Synadec pour avoir choisi Saint-Étienne comme ville hôte. Ce choix est pour nous et pour nombre de Stéphanois un honneur et une reconnaissance de la qualité des relations que la ville de Saint-Étienne entretient avec l'enseignement privé. Le Synadec, l'organisation des chefs d'établissement du premier degré de l'enseignement catholique de France, est un acteur majeur de l'enseignement privé catholique et de l'éducation nationale. Il regroupe 1300 adhérents sur l'ensemble du territoire. Plus qu'un acteur de l'enseignement catholique, il est l'ambassadeur d'un enseignement privé de l'ouverture. Plus que d'ouverture, c'est de liberté pédagogique que je souhaiterais parler avec vous aujourd'hui. Je souhaite ici réaffirmer mon soutien indéfectible à la liberté d'enseignement. Cette liberté, c'est celle qui offre à l'enseignement catholique et confessionnel toute sa place dans la société, qui en retour s'enracine dans les problématiques actuelles. Dans le cadre de la République, il ne peut y avoir de liberté sans ouverture. Et c'est pourquoi la loi Debré du 31 décembre 1959 permet l'accès à l'enseignement privé, ici catholique, des enfants de toutes les origines sociales et de toutes les croyances. Cette école de l'ouverture et de la liberté académique est l'héritière de la loi du 9 décembre 1905 qui, dans son article 1er, dispose que la République assure la liberté de conscience, permettant aux enfants de confession juive, musulmane et d'autres, sans aucune attache familiale au catholicisme, de s'épanouir dans ces établissements, car ils sont des vecteurs reconnus d'excellence pédagogique au même titre que les établissements publics. Parce que catholique vient du grec catholikos, signifiant universel, l'école catholique est une école ouverte sur la société. Vous êtes des acteurs de ce que le philosophe Claude Lefort appelait la société ouverte, celle qui défend les valeurs de la République contre les obscurantismes et qui fait le pari de l'ouverture et de l'engagement. Je pense en particulier aux actions à destination des plus démunis, permettant ainsi de sensibiliser notre jeunesse à la question sociale. Le philosophe Marcel Gauchet déclarait que le catholicisme est la religion de sortie de la religion, par ses apports inestimables que sont la liberté de conscience, l'émancipation face à toute forme d'aliénation et l'esprit critique. Cette défense des valeurs de la République porte avec elle une véritable mission de service public en faveur de la confiance. Dans l'enseignement privé, comme dans l'enseignement public, les enfants sont reconnus pour leur individualité, dans le respect et l'écoute de leurs besoins d'épanouissement. Car, public comme privé, ce qui réunit tous les acteurs de l'enseignement, c'est cette volonté de créer un travail commun d'éducation. Alors, à l'heure où les liens sociaux se distendent, où la confiance et l'autorité s'érodent,
j'ai l'intime conviction que l'enseignement privé peut apporter sa voix dans la restauration de ces valeurs cardinales en faveur d'une école de la confiance, œuvrant à l'affirmation de l'enfant dans la société. Cette école, c'est celle qui repose sur une volonté commune d'accueillir et de former, d'instruire et d'éduquer les enfants. En ce sens, l'enseignement privé n'est pas rival de l'enseignement public. Elles sont complémentaires dans le respect de leurs différences, dans l'amour de l'engagement, de l'excellence, de l'ouverture. La crise de l'école et de l'autorité ne sont qu'une émanation d'une société en proie au doute, à une désincarnation, à un désenchantement, à une déshumanisation qui repose sur la société de consommation et du désir comme une nouvelle liturgie. Cette nouvelle transcendance nie toute forme de collectif, de corps intermédiaire et érige le citoyen comme un consommateur, un individu roi, un homme démiurge, en bref, ce que Cioran appelait cette somme de monstres endormis. Marcel Gauchet, qui souhaite, dans un monde désenchanté, que la tradition chrétienne soit à mobiliser dans la crise contemporaine de l'éducation, et y représente une ressource essentielle aux côtés des autres spiritualités et d'autres sensibilités. C'est cette volonté de restaurer une école de l'ouverture, de la liberté et de la confiance qui figure au cœur de notre action à Saint-Étienne, membre du réseau UNICEF Ville Amis des enfants. Nous portons une ambition forte pour l'épanouissement de notre jeunesse, à l'image, par exemple, de notre plan d'investissement pour nos écoles municipales de 40 millions d'euros sur l'ensemble du mandat pour rénover, constituer une école au plus près des préoccupations de nos enfants. Cette ambition, je le sais, nous la partageons avec le diocèse, dont nous avons à cœur de soutenir l'enseignement privé stéphanois. Car si la question du forfait communal à l'enseignement privé, notamment en maternelle, a été remise à l'ordre du jour par la loi Blanquer, nous avons de longue date pris les devants pour accompagner les établissements privés de notre territoire. Et je tiens à saluer la qualité du dialogue avec le diocèse dans la constitution d'un accord local garantissant la juste considération envers l'enseignement privé et le juste respect des finances publiques locales mises à rude contribution par les différentes politiques gouvernementales, mais encore davantage par la présente crise sanitaire. Cet accord a pu émerger de concert, car nous savons que la finalité de la politique éducative, qu'elle soit publique comme privée, est de former les citoyens de demain, des citoyens libres et éclairés. Car c'est cela, la défense des valeurs de la République, une République de la transmission, une République de la confiance, afin de faire des prochaines générations de véritables hussards des valeurs qui nous réunissent aujourd'hui, celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Étienne, une belle journée de travail et demain, une journée de découverte qui, je l'espère, j'en suis sûr, vous donnera envie de venir en famille, avec vos amis, découvrir encore davantage Saint-Étienne et sa métropole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gaël Perdriau. Merci. L'heure est venue donc d'ouvrir officiellement notre congrès, dont le thème est, vous le savez, nos espaces de liberté pédagogique. Et nous allons immédiatement accueillir notre grand témoin qui est issu du corps des professeurs des écoles, qui est aujourd'hui maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Paul Valéry de Montpellier, qui est auteur de nombreux ouvrages sur la pédagogie. Mesdames et messieurs, je vous propose de réserver un accueil chaleureux à Sylvain Connac. Bon, mais c'est moi qui vous remercie pour votre accueil chaleureux dans cette belle ville de Saint-Étienne, que je connais peu puisque moi je viens de Montpellier.
Et le premier point commun que j'ai trouvé, c'est la couleur du ciel. On m'a dit que ce n'était pas toujours le même point commun. Donc à Montpellier, moi je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry à Montpellier. Je fais partie du département des sciences de l'éducation et j'appartiens à un laboratoire de recherche qui s'appelle le LIRDEF, qui est un laboratoire interdisciplinaire entre sciences de l'éducation et dialectique. Donc au sein de ce laboratoire, moi je conduis des recherches sur la pédagogie scolaire et en particulier autour d'une compétence professionnelle qui est la prise en compte de la diversité des élèves, de manière à faire en sorte, non pas malheureusement que tous les élèves réussissent, ce qui est une tâche impossible, mais de s'efforcer par l'organisation du travail des élèves, de faire en sorte que tous les élèves progressent, et à commencer par le fait qu'aucun ne se décourage par la façon dont l'école est organisée. Donc j'ai la chance d'être accueilli par tout un tas d'équipes, de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et avec ces équipes, on développe des formats de recherche qui, la plupart du temps, sont des recherches à caractère collaboratif, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les idées, les besoins, les envies des enseignants, la plupart du temps, pour essayer d'étudier un point très précis dans l'organisation du travail des élèves, pour faire en sorte, justement, de considérer l'hétérogénéité comme étant une richesse pour enseigner et pour apprendre. Donc c'est dans ce contexte-là que vous avez eu la gentillesse, que le CINADEC a eu la gentillesse de m'accueillir aujourd'hui pour réfléchir à la notion de coopération et aux liens que l'on peut développer entre coopération et collaboration. Alors, j'ai prévu un petit support. Est-ce que je peux y avoir accès, s'il vous plaît? Sinon, j'improviserai. Ah, voilà, super. Merci. Donc, ce qui est prévu, c'est, en tant qu'universitaire, on peut difficilement utiliser des mots sans les définir. Donc, on va s'intéresser à définir la notion de coopération et celle de collaboration. On pourra, si ça vous semble opportun, essayer de placer dans cette dualité la notion de compétition. Et ensuite, on verra ce que ça peut donner à l'échelle des élèves, en termes d'organisation pédagogique, et à l'échelle des adultes, en termes d'organisation du travail, de l'activité des professionnels. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu. Alors méfiez-vous, je suis maître de conférence, je peux parler en un flot continu pendant longtemps. Mais ce n'est pas parce que je parlerai beaucoup que vous partirez avec beaucoup. Donc la consigne, elle est simple, c'est si vous ne vous manifestez pas, je parle. Mais dès lors qu'il y a une main qui se lève, ou à distance quelqu'un qui se manifeste, je m'arrête et vous avez la parole. Voilà. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Et en plus, vous verrez que j'ai prévu un certain nombre de petites joyeusetés pour vous forcer à la prise de parole. Alors, on peut commencer par la notion de coopération. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo numéro 1 qui va nous montrer des individus vivants en train de coopérer? Ces arbres qui dessinent une ligne de vie dans le désert, ce sont les anabomes. Mais les premiers fruits qui ont poussé se trouvent tout en haut de l'arbre. Même ce mâle solitaire arrivé sur place le premier ne parvient pas à les attraper. C'est alors que se produit un phénomène étonnant. Les babouins perchés tout en haut de l'arbre laissent tomber quelques fruits. Geste de coopération solidaire? Les scientifiques n'ont pas encore percé ce mystère. Le Kalahari, c'est le désert le plus aride d'Afrique. Et c'est un territoire où on ne peut rien seul. Ce film est une fable qui raconte comment s'entraider dans des conditions de vie difficiles et surtout comment être tolérant les uns avec les autres, comment tolérer la présence des autres, aussi différents soient-ils, pour survivre dans un milieu difficile. Cet aigle royal à la vue perçante a repéré les petits. C'est alors qu'un complice entre en scène.
le drongo. La jeune femelle réagit tout de suite. C'est un signal qu'elle connaît. Menace à l'approche. Immédiatement, elle conduit ses protégés à l'abri. Alerte levée. Les petits sont sains et saufs et doivent leur salut à cette alliance parfaitement coordonnée. Le drongo y trouve son compte. Il pique droit sur le minuscule proie déterrée par les suricates. Échange de bons procédés pour cette fois. On a beaucoup ri avec ce comportement parce que cet oiseau est excessivement intelligent. Il a compris que le suricate, quand il entend ce cri, va se cacher. Et on l'a vu plusieurs fois émettre ce cri pour distraire le suricate et aller lui piquer sa nourriture. Donc collaboration, oui, mais il y a parfois des petites subtilités. C'est une langouste jaune. Voilà, donc c'est une présentation d'un documentaire que vous avez peut-être vu, qui est passé au mois de décembre sur France 2. Ça a duré 4h30. Et donc c'est un travail d'un naturaliste qui a pris plusieurs années, puisqu'il a étudié les comportements animaux dans le désert du Kalahari en Afrique. Et il a repris des thèses de sociobiologistes assez anciennes, qui s'appuie sur le fait que ce qui est premier en termes de comportements animaux, ce sont des comportements coopératifs. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de faire un parallèle sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et ce qui détermine notre humanité, c'est notre capacité, justement, à pouvoir coopérer. Même dans des systèmes où on a l'impression que ce sont d'autres valeurs qui sont mises en marche. Ce type d'exemple, on aurait pu le multiplier à l'infini avec d'autres espèces animales. On aurait pu le multiplier aussi entre espèces végétales, le détailler au niveau des bactéries, et même les biologistes ont étudié des formes de coopération, par exemple, entre des espèces végétales et des animaux. Donc tout ça pour dire que la plupart du temps, dès lors que l'on est vivant ou que l'on se revendique vivant, on est en situation de coopération. Mais ça ne nous dit pas comment définir et caractériser un comportement coopératif. Donc là, il y a eu tout un tas de spécialistes en France qui se sont intéressés à ces questions-là. Alors, et la notion de coopération peut principalement se représenter par cette bande dessinée, qu'on appelle la bande dessinée des deux ânes. La notion de coopération donc, a été étudiée dans le champ de la biologie, a été étudiée dans le champ de la philosophie. Vous parliez, monsieur le maire, de Marcel Gauchet, qui est un des philosophes qui a travaillé sur la socialité. La plupart des philosophes se sont intéressés justement à la caractérisation des notions de coopération. Les chercheurs en sciences politiques, les chercheurs en sciences économiques aussi, bien évidemment, sont intéressés à ces réalités-là. Et quand on croise d'un point de vue interdisciplinaire tous ces travaux, on arrive à déterminer 3 grandes caractéristiques d'un comportement coopératif, que je vais essayer de vous expliquer. La première caractéristique, c'est qu'on ne peut pas coopérer tout seul. Ou alors ça ne s'appelle pas de la coopération, même lorsqu'on souffre de schizophrénie, ça prend un autre nom. Donc on est obligé dans de la coopération d'associer, de combiner son comportement à celui d'une autre personne. Ça c'est la première caractéristique. Mais il ne suffit pas d'être dans une situation d'action conjointe pour qu'il y ait coopération. Par exemple, ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui correspond à une situation de communication, n'est pas assez précise pour devenir de la coopération. La deuxième caractéristique, c'est la notion d'intentionnalité. Pour le dire autrement, coopérer, c'est un choix individuel. Et on ne peut pas coopérer sous le joug d'une contrainte ou d'une obligation liée à l'environnement. Je ne sais pas si vous avez identifié les comportements de ces animaux. Personne ne dit aux drongos d'aller sauver les suricates. C'est une initiative individuelle.
Et là, quand on fait un transfert sur le monde de l'école, j'ai eu l'opportunité de me rendre compte bien souvent que ce qui est valable pour la plupart des individus vivants ne l'est pas pour des élèves à l'école. Et très souvent, on demande aux enfants de coopérer alors qu'ils n'en sont pas à l'initiative. Ce qui est à l'origine de tout un tas de difficultés. Dès lors, par exemple, en tant qu'enseignant, qu'on a créé le projet de vouloir mettre les élèves en groupe, le fait de ne pas laisser le choix aux élèves de travailler en groupe les empêche de pouvoir développer des comportements coopératifs. On est dans de la pédagogie active, on peut être dans de la pédagogie interactive, mais pas encore dans des comportements coopératifs. Pour qu'il y ait de la coopération, il y a besoin que l'agir coopératif soit déclenché par celui qui coopère, et non pas par celui qui trouve que pour le bien de l'autre, ça serait bien qu'il coopère. Et la troisième caractéristique du comportement coopératif, qui est paradoxale, c'est que pourquoi on coopère ? On coopère à des fins individuelles. On coopère pour en retirer un bénéfice individuel. Avec l'exemple là qu'on a vu tout à l'heure, ce qui motive les animaux à la coopération, c'est d'augmenter leurs chances de survie. Et il a été étudié par un certain nombre de sociobiologistes que les espèces qui perdurent sont les espèces les plus coopératives. Même si à l'intérieur d'un groupe qui coopère, ceux qui prédominent sont des comportements égoïstes, ce qu'on appelle la loi de Wilson. Pourquoi il y aurait des comportements égoïstes à l'intérieur d'une espèce et d'un collectif qui coopère ? C'est que le collectif qui coopère crée une sorte de membrane de protection qui autorise des comportements à caractère égoïste, puisqu'on n'a plus besoin de se soucier de problèmes à caractère de survie. Donc voilà un petit peu la notion de comment on peut caractériser la notion de coopération appliquée au champ de la pédagogie. J'essaye de récupérer ma souris. Excusez-moi. Voilà. Appliquée au champ de la pédagogie, la coopération, ce n'est pas une pédagogie, puisque toutes les pédagogies s'appuient justement sur ces approches coopératives, même celles qui revendiquent le contraire. Notamment, il y a une pédagogie qui a pour adage « apprends-moi à faire tout seul ». C'est une pédagogie très connue, c'est la pédagogie Montessori. Et de plus en plus, les travaux que l'on peut mener avec l'association Montessori Monde ou Montessori France soulignent l'importance donnée à la coopération. Dans des ambiances montessoriennes, par exemple, il y a de plus en plus d'éducateurs et d'éducatrices montessoriens qui encouragent les enfants à utiliser le matériel, non pas tout seul, mais à deux. Parce qu'on s'est aperçu que le fait de manipuler à deux un même matériel enrichissait la situation. Alors là, je vais utiliser un mot un peu compliqué. La situation est enrichie lorsqu'on travaille à deux par le phénomène de vicariance. Alors c'est un terme que Albert Bandura a emprunté à l'Église catholique. Un vicaire, c'est quelqu'un qui a réussi l'examen, puisqu'il est prêtre, mais qui n'est pas encore complètement en responsabilité et qu'on met à côté d'un curé pour apprendre et terminer et parachever sa formation. Et donc l'effet vicariant, c'est un peu ce dont bénéficiaient les vicaires pour accéder au statut de curé. C'est le fait d'apprendre par un double processus cognitif qui est d'un côté l'observation et de l'autre l'imitation, le mimétisme, la reproduction de ce qu'on a vu faire. Et donc lorsque même dans des ambiances montessoriennes, on voit des enfants à deux utiliser le même matériel sur un seul tapis, ce qui est en jeu derrière, c'est la dimension de manipulation, mais aussi et surtout cette dimension de vicariance qui dope réellement la situation d'apprentissage. Donc dans toutes les pédagogies, on trouve des formes de coopération. Alors il existe des pédagogies qui sont beaucoup plus coopératives que d'autres. La plus connue en France, c'est celle qu'on appelle la pédagogie freinée, qui considère la coopération comme étant un de ses piliers. Mais il existe aussi la pédagogie à effet vicariant,
la pédagogie institutionnelle, la pédagogie de Roger Cousinet. Dans l'enseignement catholique existe une pédagogie coopérative qui malheureusement n'est pas encore suffisamment connue, bien qu'elle soit ancienne, c'est la pédagogie de Pierre Faure, dite communautaire et personnaliste. Alors Pierre Faure n'a écrit qu'un seul ouvrage, mais dans cet ouvrage, il décrit tous les bienfaits potentiels des structures coopératives dans les espaces de classe, en termes de projets éducatifs, mais aussi en termes d'enrichissement des situations d'enseignement-apprentissage. Donc voilà, on retrouve de la coopération dans toutes les pédagogies, ce qui veut dire que la coopération n'est pas une nouvelle pédagogie, c'est même une pédagogie extrêmement ancienne, qui remonte dans les premiers traités pédagogiques au XVIIIe siècle, avec l'enseignement mutuel, les formes de monitorat, et que l'on retrouve dans toutes les formes de pédagogie aujourd'hui. Donc ce n'est pas une pédagogie, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas nouveau, mais de manière assez étonnante, c'est rarement développé dans les établissements scolaires. Et c'est dommage parce que se cache derrière les organisations coopératives tout un tas d'intérêts par rapport aux enjeux de l'école aujourd'hui. Alors des intérêts du point de vue de ce qu'on appelle dans notre métier la différenciation pédagogique. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions du rapport du Conseil national de l'évaluation scolaire de 2017 sur la différenciation pédagogique, mais les principales conclusions de cette conférence de consensus étaient de dire que pour répondre au caractère hétérogène des classes, tous les enseignants sont au clair avec les pratiques de différenciation pédagogique, dont le principe est de faire en sorte que le niveau scolaire de tous les enfants augmente et qu'il y ait une lutte par l'école contre le développement des inégalités sociales. Ça, c'est le projet un peu politique de la différenciation pédagogique. Mais dans les faits, une trentaine d'années après le développement des pratiques de différenciation pédagogique, ce qu'on observe, c'est l'exact contraire, c'est-à-dire des formes de différenciation pédagogique qui sont largement répandues, mais qui ont pour conséquence le contraire de ce qui est attendu. Alors, quelles sont ces formes qui ont été identifiées dans les pratiques enseignantes? Des formes de groupes de niveau, les groupes de niveau étant d'une forme pédagogique qui est surtout intéressante pour les élèves les plus en avance scolairement et qui est catastrophique pour les autres, des formes d'ajustement de la consigne scolaire qui se traduisent pour les élèves les plus fragiles par un abaissement des exigences, et des formes, on dit, d'externalisation de l'aide, qui consiste à sortir du groupe un enfant reconnu comme étant en difficulté pour lui apporter une aide qui, au final, a comme double conséquence d'abord le fait qu'il perde confiance en lui-même, parce qu'il y a un phénomène d'étiquetage stigmatisant qui le marque, et ensuite qui lui fait prendre du retard, parce que lorsque cet enfant quitte la classe continue à tourner. Et donc c'est un constat qui est dramatique sur les formes de différenciation pédagogique qui est fait aujourd'hui par les sociologues de l'école et qui va jusqu'à faire dire, par exemple, à Benoît Galland, que la meilleure façon de prendre en compte l'hétérogénéité dans une classe serait de ne pas organiser de différenciation pédagogique. Et donc le travail des chercheurs en pédagogie est d'essayer d'avancer dans la compréhension de ce qui pourrait être des organisations du travail des élèves en évitant les formes identifiées de prise en compte de l'hétérogénéité. Et donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la coopération, est une des réponses apportées. Pourquoi? Pour faire simple et rapide, parce que lorsque de la coopération est introduite dans une classe, par exemple, l'enseignant n'est plus la seule personne ressource qui est en mesure de pouvoir apporter des éléments de réponse à un élève qui rencontre une difficulté. Il y a une forme de diversification de la ressource humaine qui est permise par la coopération, qu'on ne retrouve pas dans les formes scolaires beaucoup plus classiques. Ce matin, quand je suis arrivé, il y a l'un d'entre vous qui parlait de classes multi-âges. Donc les classes multi-âges sont intéressantes en termes de continuité d'enseignement, mais sont aussi intéressantes parce qu'elles rendent beaucoup plus naturels les phénomènes d'entraide et d'aide mutuelle entre les enfants. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier gros intérêt
associées aux pédagogies de la coopération. Le deuxième gros intérêt, c'est que, sans s'en rendre compte, ce n'est pas une intention, mais c'est une conséquence, en coopérant de manière ordinaire dans une classe, les enfants développent ce que les anglo-saxons appellent des cooperative skills, c'est-à-dire des habiletés à coopérer, des habitudes prises pour savoir travailler avec les autres, par exemple dans la gestion des émotions. Le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un peut avoir pour conséquence de développer, de laisser naître en nous un certain nombre d'émotions qui peuvent nous faire perdre une partie de nos moyens. Et donc, un exemple d'habileté coopérative est l'apprentissage de la gestion des émotions. Voilà. Et puis le troisième et dernier gros champ qui soutient les pratiques de coopération entre élèves du côté des élèves, des enfants, c'est tout ce qui concerne les valeurs, et en particulier les valeurs associées à la notion de fraternité, comme vous en avez parlé tout à l'heure, qui se déclinent très rapidement par, d'un côté, l'apprentissage d'agir solidaire. Ça se traduit par le fait qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul, notamment pour lutter contre toutes les formes d'adversité. Et de l'autre côté, de la générosité, qui est un apprentissage naturel du don authentique de soi pour participer à la satisfaction de l'autre. Donc on retrouve ces trois grosses familles derrière les pratiques de coopération. Qu'est-ce qu'on entend par coopération entre élèves? Donc vous allez voir, c'est une définition qu'on a stabilisée qui est assez large. C'est tout simplement l'ensemble des situations où des élèves sont encouragés à agir, à apprendre à plusieurs. Alors à plusieurs, ça veut dire avec, par et pour d'autres, dans la recherche d'un bénéfice individuel. Voilà. Donc voilà ce qu'on entend par pratique de coopération. On verra tout à l'heure que dans les faits, on a besoin d'être beaucoup plus précis pour situer la notion de coopération afin de pouvoir la manipuler au niveau pédagogique. Alors comme je vois que vous êtes très participatif, je vais forcer la participation. Et je mets donc ces quatre affirmations. Donc coopérer et collaborer sont des synonymes. La deuxième, on coopère au travail, on collabore à l'école. La troisième, il vaut mieux coopérer que collaborer. Et la quatrième, pour coopérer, on agit seul, alors que pour collaborer, on se répartit le travail. Donc je vous laisse, il ne nous reste que 30 secondes pour que vous puissiez réfléchir. Et après, je vous laisse 5 minutes, soit tout seul, soit avec vos voisins. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne ont la possibilité d'utiliser le chat de discussion, mais ne vous en privez pas. Et ensuite, on en discute. Alors, on va faire je disais ça tout à l'heure, un WooClap du 19e siècle. Je ne sais pas si vous connaissez les WooClap, là, l'application numérique. On va le faire avec les mains. C'est-à-dire que dans 5 minutes, chacun d'entre nous, on va faire 1, 2, 3 ou 4. Ceux qui sont en ligne, vous n'aurez qu'à mettre votre résultat sur la discussion. Est-ce qu'il y a des questions sur la consigne? C'est parti pour 5 minutes, donc. Oui, je précise qu'il n'y en a qu'une qui est bonne parmi les 4.
On se donne 1 minute encore. Il y a une question qui est arrivée simplement en dehors de ça, c'est de dire la place des rats et des Ulysses semble être remise en cause dans votre discours. Quelqu'un qui a écrit ça. La place des... Des grades ou des rats, des groupements d'adaptation. Ah, des RA, oui, Des d'accord. RA. D'accord. Rats ou RA. Et Ulysse semble être remise en cause. Une question. Merci. Ça peut être à la fin, ça peut être pendant, ça peut être n'importe quand. Là, ça va réagir, là. Ça va réagir. Parce que j'ai reçu, il y a aussi des questions qui arrivent en ligne. On a jusqu'à quelle heure maximum? 16 heures. Okay. Allez, c'est parti. Alors, regardez comment ça va se passer. Donc au début, on a tous la main en l'air, je compte jusqu'à 3 et ensuite on fait notre réponse. Je vais le faire moi aussi et ensuite ça va être marrant de confronter. Alors à 3, 1, 2, 3. Alors moi je vois du 1, du 3, du 4, je cherche des 2. Est-ce qu'il y a des 2? Il y a quelques 2, c'est ça? Bon. Donc, voilà. Ah oui, pardon, juste en face de moi. Alors, est-ce que certains veulent argumenter leur choix? 0? Ah, 0. Est-ce que certains veulent dire pourquoi ils sont fiers de leur... On peut faire circuler un micro si vous le souhaitez. Oui, allez-y. Alors, peut-être attendre le micro parce qu'il y a des personnes qui sont en ligne et sinon, elles ne vont pas vous entendre. Vous pouvez les remettre, les 4 ? La diapositive. Alors simplement, moi j'ai choisi le numéro 4 parce que je pense que quand on coopère pour un intérêt personnel, pour avoir une réponse, mais on va essayer de collaborer à plusieurs pour aboutir à ce qu'on veut avoir à la fin. Très bien. Donc vous avez donné un argument en faveur de la 4e affirmation. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous êtes arrivé à convaincre tout le monde avec cet argument massu ou est-ce qu'il y a des arguments divergents? Ah, ici, devant. Attendez d'avoir le micro pour qu'on puisse... Oui, mais il y a des personnes en ligne, en fait. C'est pour ça. Je pense que coopérer, c'est construire un projet commun, alors que collaborer, c'est s'insérer dans quelque chose qui est déjà préétabli et du coup moins s'impliquer. Donc coopérer, ça serait construire. Oui, construire ensemble. Alors que collaborer, ça serait surfer sur quelque chose qui existe déjà. Un peu comme les Français qui, pendant la guerre, se sont illustrés en participant à un projet très intéressant. Donc là, on a un deuxième argument qui va à l'encontre du premier argument qui a été donné. Troisième argument. Alors, comment est-ce que je vais vous faire passer, pardon? Voilà. Collaborer, c'est pour moi plutôt avoir un objectif commun. Chacun se répartit des tâches pour obtenir l'objectif. Et coopérer, c'est avoir un objectif commun, d'ailleurs dont on ne sait pas forcément le résultat à l'avance, et chacun apporte sa part de réflexion pour faire avancer le débat. Voilà. Donc il vaut mieux coopérer ou collaborer? Ça dépend de l'objectif. Mais par exemple, quand on est en CE2 et que la maîtresse nous demande de travailler en groupe. Alors si c'est par exemple, je sais pas, tenir les plantes en bonne santé, on peut collaborer, il y en a un qui va arroser, il y en a un qui va faire le jardinage. Voilà. Si c'est pour trouver les nouvelles règles de la classe, il vaut peut-être mieux coopérer pour que chacun donne son idée et que le résultat final soit la synthèse de... D'accord.
Merci beaucoup. Allez, dernière personne juste derrière vous. Allez. Donc déjà, on a vu que ceux qui avaient voté pour 1, ils la ramènent plus trop. Hein. On vous écoute. Moi, je dirais peut-être collaborer, on va travailler sur un objectif commun, mais pas ensemble, et coopérer en un objectif commun, et on va confronter les points de vue. Et donc, quelle serait la différence? Je peux vous embêter? Vous pouvez. Quelle serait la différence entre collaborer, donc qui serait basé sur la répartition, en fait, du travail pour l'objectif commun, et puis être coordonné par un chef d'établissement? Pas de réponse? Si, il faut répondre, Vous n'êtes pas obligé de répondre. Laisser un petit temps de réflexion. Oui, oui, vous avez raison. Moi, il m'a fallu 2 ans pour arriver à répondre à cette question. Donc, voilà, donc allez-y. Oui, juste, moi je dirais peut-être coopérer pour grandir et collaborer pour unir. Alors, ça c'est de la poésie, ça. Ça c'est de la poésie. Alors, coopérer pour grandir, collaborer pour unir. Bon, outre le caractère esthétique de l'affirmation. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette affirmation? Donc ça voudrait dire que si tout le monde est d'accord avec cette dernière affirmation très belle, ça ne sert à rien de faire coopérer des enfants dans une classe ou dans une école si on veut susciter de la cohésion de groupe. Alors il y a 2 questions qui sont arrivées sur la place des enseignants spécialisés et des regroupements d'adaptation, et notamment de la place des ULIS, sur les fonctions de coopération. Hein. Alors ça, ce sont des sujets qui sont beaucoup travaillés par un laboratoire en France qui s'appelle le laboratoire de Suresnes de l'INSHEA. Et en fait, je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années suite à la loi d'orientation de 2005 sur l'école inclusive, mais on est passé justement d'une logique d'intégration à une logique d'inclusion, ce qui fait que de plus en plus, les maîtres spécialisés viennent dans les classes pour de la co-intervention et évitent d'extraire des enfants des classes pour éviter les phénomènes d'étiquetage stigmatisant. Alors on est bien conscient que ce n'est pas encore des choses qui se sont développées dans tous les territoires, notamment dans les structurations des dispositifs ULIS, qui malheureusement, parfois, restent encore des classes, alors qu'un dispositif ULIS est un espace prévu pour que des élèves puissent trouver un réconfort, un soutien, un accompagnement, si leur classe d'attribution normale n'arrive pas à répondre à leurs besoins. Donc, ce que j'ai pu tout à l'heure essayer d'expliquer sur la notion de coopération a été complètement intégré par les spécialistes de l'enseignement adapté, même si, sur le terrain, de par les difficultés que l'on rencontre dans nos métiers à développer de la formation, et notamment de la formation par la recherche, même si sur le terrain, ce n'est pas encore le cas partout. Voilà. Mais ça va venir. Oui, allez-y. Alors je reformule pour le micro. Hein. Pour l'ULIS et les regroupements d'adaptation, ce sont 2 sujets différents. On va vous amener un micro. Donc un dispositif ULIS, c'est un espace avec un enseignant spécialisé, souvent un AESH, qui accueille des enfants en particulier, alors qu'un regroupement d'adaptation, ce sont d'autres fonctions et d'autres organisations. Oui, donc moi j'ai les 2 dans mon établissement, hein. J'ai aussi bien une ULIS qu'un RA, et c'est vrai que c'est 2 choses totalement différentes. Je pense que de parler des 2 en même temps, moi ça me gêne profondément, parce que les enfants qui sont en ULIS, c'est des enfants qui ont des dossiers MDPH, et souvent des enfants qui ont des handicaps assez lourds, qu'autrefois on n'avait pas dans les écoles primaires, hein, qui étaient en dehors des écoles.
Donc effectivement, moi je suis tout à fait favorable pour que ces enfants soient en école ordinaire. Seulement quand vous avez des enfants avec des syndromes particulièrement difficiles à gérer dans une école ordinaire, vouloir absolument les intégrer totalement dans une classe ordinaire en demandant simplement de la co-animation à l'enseignant spécialisé, c'est absolument pas efficient pour eux. Disons que les travaux autour des pratiques de coopération dans l'enseignement adapté font le pari, développent l'hypothèse qu'une organisation coopérative d'une classe est de nature plus inclusive qu'une organisation basée sur une forme scolaire où beaucoup d'informations passent par la seule personne de l'enseignant. Et donc, quand on regarde les textes sur l'école inclusive, il est fait mention très souvent des organisations coopératives du travail, justement de par ce potentiel-là d'inclusion des élèves qui auraient besoin d'un accompagnement particulier. Oui, alors faire des théorisations, c'est très très beau. Être sur le terrain, c'est une autre réalité. Je ne vous ai pas dit comment je travaillais et d'où viennent les idées que je présente. Ma façon de travailler en recherche en pédagogie, c'est avec des approches, alors c'est un mot un peu barbare, c'est des approches phénoménologiques. C'est-à-dire qui s'appuient sur des recherches à caractère qualitatif et compréhensive. Pour le dire autrement, la façon dont on développe les méthodologies de recherche s'appuie sur de l'observation par de l'outillage vidéo et ensuite par des entretiens semi-directifs avec une dimension d'autoconfrontation simple. C'est-à-dire qu'après avoir filmé des situations, donc en l'occurrence pour ceux qui nous intéressent cet après-midi, des situations où des élèves sont en train de coopérer, on organise des entretiens avec ces enfants-là. Et le prétexte de l'entretien, c'est la vidéo où ils se voient en situation coopérative. Et l'objet de l'entretien consiste à leur demander de verbaliser les raisons pour lesquelles ils agissent de cette manière-là au moment où on les voit agir dans la vidéo. Et donc c'est à partir de ce matériau qui est retranscrit, analysé, voilà, qu'on arrive à sortir non pas des preuves. Les recherches en pédagogie ne peuvent pas se suffire de preuves, mais un certain nombre de vraisemblances qui s'établissent par croisement des avis dans des contextes différents. Donc, est-ce qu'il a été prouvé que la coopération favorise de manière systématique l'inclusion? Je ne peux pas l'affirmer. Je peux juste témoigner et vous donner des références si besoin, de résultats scientifiques basés sur ces approches qualitatives et compréhensives, qui développent des vraisemblances comme quoi ce serait plus facile de penser des formes d'inclusion en s'intéressant de manière préventive à l'organisation de la coopération dans les classes, plutôt qu'en pensant des logiques intégratives qui, aujourd'hui, sont dépassées. Voilà. Mais ne vous attendez pas à avoir des preuves universelles. Voilà. C'est malheureusement impossible dès lors qu'on conduit des recherches en pédagogie. Alors n'hésitez pas à continuer à réagir et à revenir sur ces sujets ou sur d'autres sujets. Alors, on peut remettre le diaporama, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, avant de se positionner sur ces éléments, on va essayer de caractériser la notion de collaboration. Alors, que je récupère ma souris. En fait, je ne vois pas où elle est. Donc, la notion de coopération. On l'a définie tout à l'heure de cette manière-là. Donc, les trois attributs, on les retrouve. Action conjointe, intentionnalité et bénéfice individuel. Et pourquoi, comme quatrième caractéristique, il y a la notion d'utilité pour apprendre? C'est que apprendre, c'est une activité intellectuelle qui est quand même assez paradoxale, dans le sens où, d'un côté, c'est plus facile d'apprendre avec d'autres. C'est pour ça que les écoles existent. C'est pour ça que l'école a été rendue beaucoup plus difficile pendant la période de confinement.
même avec des enseignants derrière un écran, le fait de ne pas être avec d'autres enfants rendait le processus de scolarisation beaucoup plus ingrat et beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le premier pôle du paradoxe. C'est plus facile d'apprendre avec, par et pour d'autres. Mais la deuxième partie, c'est qu'on ne peut apprendre que par soi-même. On ne peut pas apprendre à la place de nos élèves. Il ne suffit pas, comme c'est le cas avec le virus du corona, d'être à côté de quelqu'un qui sait pour être contaminé. Ça ne marche malheureusement pas de manière aussi simple, sinon on serait tous, je crois, au chômage. Il n'y aurait plus besoin d'école. Il y aurait une sorte de Bluetooth cognitif qui existerait et qui consisterait à se rapprocher des sachants pour apprendre. Sauf que ça marche, la cognition est un phénomène intellectuel qui ne se développe pas de cette manière-là. Pour apprendre, on a besoin de faire un travail de captation d'informations pour se l'approprier. Et donc, d'un côté, on apprend mieux avec d'autres, d'un autre, on ne peut apprendre que par soi-même. Et c'est parce qu'on ne peut apprendre que par soi-même, par l'intermédiaire d'un effort individuel, que la coopération est une approche intéressante. La collaboration, elle, s'appuie sur d'autres logiques. Une image qui représente bien la collaboration, c'est celle-ci, où on voit chaque acteur qui est face à un robinet, chacun pouvant contribuer à remplir le plus rapidement possible un seau qui est commun. Et donc là, on est véritablement dans une représentation de la collaboration. Collaborer, alors on enlève les acceptions historiques qui ne sont pas fausses, mais c'est pas parce qu'on n'utilise pas la notion de coopération parce que celle de collaboration est connotée négativement d'un point de vue historique. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail au sein des administrations, des employés s'appellent mutuellement des collaborateurs et ça ne pose absolument aucun problème. Ce qui détermine la collaboration, c'est le fait de travailler ensemble. Et donc on travaille ensemble parce qu'on a un but commun. On a le même projet. Et là, on est dans des logiques de collaboration. Donc ce qui fait qu'on a tendance à confondre coopération et collaboration, c'est que les deux nécessitent une action conjointe. Mais c'est la seule proximité. Dans la collaboration, il y a donc un but commun, alors que pour apprendre, il n'y a pas forcément le même but. Et la collaboration, la plupart du temps, s'organise par une division du travail en fonction des compétences individuelles, en fonction des talents de chacun. C'est normal que, par exemple, dans un collège, ce soit des enseignants de français qui enseignent à la grammaire. Imaginez si c'était les enseignants de mathématiques. Ça pourrait être très bien, mais ça serait un hasard et ça serait dommage que ce ne soit pas confié aux personnes les plus compétentes. Donc la division du travail est une modalité privilégiée dans la façon de collaborer. Et donc la collaboration est intéressante pour réaliser quelque chose, pour produire une œuvre commune. Je ne vous vois pas réagir, donc c'est qu'a priori, je suis arrivé à vous convaincre. Donc si on reprend les quatre... Alors il faut que je retrouve... Non, c'est pas ça. Ah. Je suis embêté. Si on reprend les quatre affirmations de tout à l'heure, celle qui pose le moins de problèmes, c'est la quatrième. Même s'il y a une forme de provocation en disant que pour coopérer, on agit seul. Voilà. Alors pour que la coopération fonctionne, faut-il choisir ses pairs ? Doit-on laisser choisir les affinités pour que cela fonctionne ? Alors tout dépend en fait des formes de coopération. Parce que si on est dans des logiques d'aide ou de tutorat ou d'entraide entre des élèves, quand par exemple, un enseignant donne des exercices d'entraînement à ses élèves. Pour ces formes-là potentielles de coopération, face à des exercices d'entraînement, c'est intéressant que des enfants se choisissent. Parce qu'il y a des liens de confiance mutuelle qui permettent notamment
de garantir suffisamment de sécurité dans les réactions de l'autre. Le fait que le copain, par exemple, ne se moque pas de ses erreurs. Donc, dans ces formes-là de coopération, on pourrait dire informelle, le fait qu'elle fonctionne sous le primat de l'affinité est une des conditions importantes. En revanche, dès lors qu'on essaye de constituer des groupes, les logiques affinitaires montrent très rapidement leurs limites parce qu'elles conduisent à ostraciser les enfants les plus différents. Et on arrive assez rapidement à avoir des classes où les copains et les copines se mettent ensemble et restent 3 ou 4 enfants qui, par hasard, sont les enfants qui échappent le plus au schéma relationnel de la classe et qui se retrouvent avec personne. Et donc le fait de laisser des classes s'organiser selon des affinités conduit à renforcer encore plus le sentiment de différence des enfants les plus différents. Allez-y. Je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, j'enseigne avec des CM2 et en fait, quand j'impose des groupes, ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas en sécurité. En revanche, quand ils se choisissent, il y a des bons binômes, une émulsion, mais il y en a toujours 2 ou 3, tous ceux qui n'arrivent pas à être dedans, qui sont rejetés. Et quid de cela? Enfin, et comment je leur apprends que la vie en société, justement, c'est être avec les autres? Parce que c'est ceux qui disent « Maintenant, moi, j'apprends mieux tout seul ». Et ils l'affirment à voix haute. Alors, merci beaucoup. Alors, vous dites beaucoup de choses. C'est beau ce que tu dis. Je vais isoler deux grandes préoccupations différentes. La première, c'est la modalité de constitution des groupes. Et effectivement, on semble face à une impasse où constituer les groupes ou les laisser se constituer par affinité sont 2 marques qui ne fonctionnent pas. Et la deuxième, c'est dommage que des élèves ne participent pas à un groupe parce que c'est aussi intéressant d'apprendre à travailler avec les autres. Bon. Mais en fait, ce sont 2 problématiques différentes. La deuxième, comment on peut la résoudre? Nous, on l'a résolu avec un effet scientifique très fort. On a appelé ça l'effet Épinard. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Épinard. Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui sait ce que c'est. L'effet Épinard, ça part du postulat que les épinards, c'est pas bon. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment pas bon. Sauf si on met beaucoup de crème, beaucoup de fromage. Voilà. Mais les épinards, c'est pas bon. Et pourquoi j'ai vécu cette aversion pour les épinards? C'est que quand j'étais petit, en fait, on m'obligeait à manger des épinards. Et on m'obligeait à terminer mon assiette. Je n'avais pas le droit de quitter la table tant que je n'avais pas fini mon assiette d'épinards. La conséquence de ça, c'est que j'en ai été écœuré et que si vous avez un jour la gentillesse de m'inviter à manger, ne m'offrez pas des épinards. Et l'effet épinard, c'est ça, c'est que... Alors pourquoi mes parents me demandaient de finir mon assiette en mangeant des épinards? C'est que c'était pour mon bien. Parce que c'est bon pour la santé de manger des légumes. Mais l'effet épinard, c'est ça, c'est-à-dire que même si c'est pour le bien d'un enfant, le forcer peut avoir des conséquences inverses. Et ça, en fait, ça a été expliqué par Célestin Freinet à travers l'aphorisme du cheval qui n'a pas soif. On a beau faire tout ce qu'on veut avec un cheval qui n'a pas soif, il ne boira pas. Et la seule façon de faire en sorte qu'un cheval boive, c'est de faire en sorte qu'il ait soif. Et c'est en fait la même idée. C'est-à-dire que si votre projet éducatif, attention, qui n'est pas un projet d'enseignement, parce qu'en France, il n'est pas demandé aux enseignants de former les élèves à la coopération, ce qui est le cas de nos collègues scandinaves ou de nos collègues anglo-saxons, où la coopération fait partie des éléments du curricula. En France, on n'a pas ça. La coopération, elle apparaît comme étant un moyen pour enseigner, pas un objectif. Mais si, en plus des programmes scolaires, par exemple, dans le projet de l'établissement, on veut faire en sorte que les élèves développent des habiletés coopératives, mais ce n'est pas par l'obligation qu'on va développer une forme d'appétence à la coopération. C'est plus comme avec, dans le monde animal, ce qu'on a vu tout à l'heure, des formes de nécessité individuelle.
Et qu'est-ce qui fait? Alors on a travaillé ça en particulier en lycée professionnel, avec des jeunes qui nous disaient en début d'année d'expliquer aux enseignants d'arrêter de les faire travailler en groupe parce que c'était insupportable. Et au bout d'un moment, les enseignants ont trouvé une ruse pédagogique pour rendre attirante vis-à-vis de ces jeunes la coopération. Et la ruse pédagogique consistait tout simplement à ne pas rendre obligatoire la coopération. Donc qu'est-ce qui a fait la bascule chez ces élèves-là? En tout cas, qu'est-ce qu'ils nous en ont dit à travers les entretiens qu'on a pu mener avec eux? C'est que comme la coopération n'était pas obligatoire, ils avaient la possibilité de travailler tout seuls, et en travaillant tout seuls, ils se sont rendus compte des avantages potentiels de la coopération, qui étaient de deux grandes natures. La première, travailler avec les autres, c'est intéressant, quand on n'y arrive pas, d'autres peuvent nous aider. Et la deuxième, travailler avec d'autres, c'est intéressant parce que les autres ont des questions ou des idées que je n'aurais jamais eues tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, la tentation pour les enseignants de choisir les élèves qui vont être amenés à collaborer? Est-ce que, par exemple, on n'a pas la même logique qui prévaut dans la constitution du plan de classe? On sait qu'il y a des enfants qui sont plus faibles, plus forts, d'autres plus turbulents, d'autres plus effacés, et on n'a pas envie de se laisser déborder, notamment sur le plan de la discipline. Alors ça, c'est la deuxième partie de la question. Oui, tout à fait. Voilà. Donc la première, c'est de dire que si on veut susciter de la coopération, la voie la moins problématique pour le faire, c'est de ne pas obliger les élèves à coopérer et de les laisser ressentir les avantages potentiels de la coopération. À la deuxième partie de la question, c'est-à-dire comment constituer des groupes, ce qui est apparu comme étant le moins problématique à travers les recherches qu'on a pu mener, c'est la composition aléatoire. C'est le tirage au sort. Parce que le tirage au sort est vécu par les élèves, et certains l'ont dit de manière assez amusante avec ces mots-là, comme le choix des dieux. Comment ça se fait, quand je pose la question, comment ça se fait que tu ne râles pas quand les groupes sont faits au tirage au sort? Des élèves répondent, c'est Dieu qui a choisi. Pourquoi veux-tu que je râle? Mais ça, c'est valable en pédagogie dans la constitution des groupes, mais pour celles et ceux qui ont des souvenirs des enseignements en histoire, c'est valable aussi au niveau politique dans l'origine de la démocratie. C'est-à-dire que les systèmes démocratiques que l'on connaît et à partir desquels on vit aujourd'hui se sont construits par l'intermédiaire de Clisthène autour de la désignation aléatoire des représentants du peuple dans la Grèce athénienne. Donc, deuxième partie de question, pour essayer de résoudre ce paradoxe, est-ce qu'on constitue les groupes ou est-ce qu'on laisse les affinités? En fait, ni l'un ni l'autre. À chaque fois qu'on a pour projet d'enseignement de constituer des groupes, ce qui pose le moins de problèmes, c'est la composition aléatoire. D'ailleurs, ceux qui utilisent l'interface là, des tableaux numériques Classroom Screen, vous avez dû remarquer que depuis 2-3 ans, il y a une option de constitution aléatoire des groupes qui est apparue. Il existe aussi 5 ou 6 applications sur smartphone qui font de manière aléatoire les groupes à chaque fois qu'on en a besoin dans un groupe. Même nous, à l'université, avec les espaces Moodle qu'on utilise, on a ce type de fonctionnalité. Et effectivement, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça enlève beaucoup de difficultés rencontrées. Alors, est-ce que la démarche scientifique aide à développer la coopération entre enfants? Alors, la démarche scientifique dans l'éducation des sciences qui consiste à donner la possibilité aux enfants, en équipe, alors c'est là une autre forme de coopération, en équipe, de pouvoir faire vivre une expérience à caractère scientifique, c'est-à-dire on détermine une problématique, on émet des hypothèses, on imagine et on construit un protocole, on met en place la phase de test, et ensuite on collecte des résultats pour tester les hypothèses. C'est un peu ça. Est-ce que les démarches scientifiques favorisent la coopération? Oui, du point de vue d'une forme de coopération qui est le travail en équipe centré sur des projets scientifiques.
Mais il y a une différence, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, il y a une différence entre faire travailler des élèves en équipe, par exemple avec des démarches scientifiques, et le but est d'arriver à se mettre d'accord dans la conduite de l'expérimentation, et donc ça peut durer un peu de temps, et des situations de groupe où là le but est de ne pas être d'accord. Quand on fait travailler des élèves en équipe, c'est intéressant en termes de développement de compétences, notamment des compétences transversales, de tenir compte des arguments opposés de l'autre pour modifier ses propres compréhensions, alors que quand on est dans une situation de travail en groupe, le fait que l'autre pense différemment de moi me permet de m'enrichir. Et se cache derrière les fonctionnements coopératifs en groupe la notion de conflit socio-cognitif. C'est-à-dire, pourquoi c'est intéressant de travailler en groupe? C'est parce que justement, il y a des conflits d'idées, un conflit socio-cognitif, et ces conflits d'idées m'enrichissent parce qu'ils viennent par un phénomène d'introspection à interroger la solidité de mes opinions. Et donc à m'ouvrir à de nouveaux savoirs qui me permettraient de résoudre le dilemme face auquel je me trouve lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Par exemple, je reçois une carte postale avec écrit le mot parmi, P-A-R-M-I-S. Cette carte postale est envoyée par quelqu'un que j'aime bien, et je me dis en le lisant, parmi, il faut un S ou il ne faut pas d'S? Mais la conséquence de ça, et il y en a certains d'entre vous que ça démange, c'est d'aller sur un dictionnaire pour vérifier. C'est-à-dire d'un conflit socio-cognitif, naît un conflit cognitif qui crée le besoin de savoir. Et donc, alors que les fonctionnements en équipe sont intéressants pour développer des compétences, les fonctionnements en groupe, eux, sont intéressants pour susciter du questionnement et de l'envie de savoir. En fait, ce sont deux modalités de coopération qui sont toutes les deux coopératives, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions pédagogiques. Il y avait une autre question à laquelle je n'avais pas répondu. J'ai du mal à percevoir la notion d'intérêt personnel dans les travaux de groupe d'élèves. Voilà, donc en fait, l'intérêt personnel dans les travaux en groupe, c'est le fait de valoriser la contradiction à l'intérieur du groupe. Et ce n'est pas une chose facile, parce que lorsque on met des élèves en groupe, ou même des adultes en groupe, ce sont les mêmes phénomènes, c'est beaucoup plus facile d'être d'accord avec les autres que d'accepter la contradiction et de tenir la contradiction. C'est ce qu'une de mes collègues de l'université de Nanterre, qui s'appelle Marianne Hugon, a appelé les consensus de complaisance. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec d'autres personnes, dès qu'un de mes partenaires répond aux problèmes que l'on se pose avec une forme d'aplomb et d'assurance, ça m'est plus facile de dire, sans même me poser la question, je suis d'accord avec toi, plutôt que de faire le travail intellectuel, de remettre en doute les affirmations que j'entends pour essayer de créer des arguments contraires. Et le souci, c'est que si on met des élèves en groupe et que fonctionne ce phénomène de consensus de complaisance, très rapidement, le groupe ne sert plus à rien. Si je peux me permettre de prolonger peut-être la question, voire de la préciser, l'intérêt personnel, là vous y avez répondu du point de vue peut-être de l'enseignant. On comprend là à travers votre réponse tout l'intérêt qu'il y a à travailler de la sorte. J'imagine que la personne qui a posé cette question et qui est à distance, peut-être elle se disait comment on fait pour que l'élève lui-même voit un intérêt personnel dans le fait de faire un travail en groupe, alors que pour beaucoup, ils pensent peut-être que c'est plus efficace de travailler seul. Alors, il y a deux grandes familles de réponses. La première, c'est en amont, l'autre, c'est en aval. En amont, ne pas obliger la coopération. Lorsqu'un enfant pense et est convaincu qu'il sera plus performant seul qu'avec d'autres, il vaut mieux le laisser continuer à travailler tout seul. Parce que l'objectif, c'est pas qu'il apprenne à coopérer, l'objectif, c'est qu'il travaille pour apprendre. Et en aval, la réponse, c'est de terminer une situation où il y a de la coopération par un moment de performance individuelle.
Alors, si on suit vraiment votre position, ça voudrait dire que, par exemple, on a dans une classe la moitié des élèves qui voient un intérêt personnel et qui vont dire, si on me laisse le choix, je vais travailler avec un copain, et d'autres qui vont travailler seuls. C'est ce que vous préconisez. Alors, ce n'est pas ce que je préconise, c'est ce qui est apparu comme étant le moins problématique du point de vue de la recherche du progrès de chaque élève dans une classe. Prenons un exemple tout à l'heure là qui a été donné sur les démarches scientifiques, avec du travail en équipe. On donne la possibilité aux élèves de faire vivre une démarche scientifique soit tout seul, soit en équipe. Les élèves se positionnent. Ceux qui ont choisi d'être en équipe vivent leur projet en équipe. Ceux qui ont décidé d'être tout seuls font un projet personnel. Ils ne peuvent pas, au bout de 5 minutes, dire « Ah oui, mais j'ai réfléchi, au final, je veux être dans une équipe. » Ah non, tu as voulu être tout seul, peut-être que la prochaine fois, tu pourras être dans une équipe. C'est d'ailleurs ce qui fait changer de posture les élèves. Mais à la fin, chaque élève, qu'il ait été tout seul ou qu'il ait participé au travail dans une équipe, doit répondre individuellement des apprentissages qu'il a développés à travers cette expérience de démarche scientifique. Oui, en fait, moi, j'entends tout ce que vous dites, et en même temps, moi, je me dis que ma posture d'éducateur me pousse, en fait, quand même, à favoriser les enfants autour de la notion de projet, à vivre ensemble. Alors, j'entends bien la différenciation des groupes et pour que ça fonctionne. Et là, c'est une dimension, alors peut-être plus spécifique à l'enseignement catholique, en tout cas, qui nous est forte. C'est-à-dire que globalement, moi, j'ai la conviction, en fait, que les petits-enfants qui nous sont confiés, si on leur apprend, en fait, à travailler ensemble en acceptant la différence de l'autre dans ses apprentissages et dans ses approches, ça correspondra, en fait, ça représentera une grande force pour demain. Donc, en fait, quelque part, j'entends tout à fait ce que vous dites, mais en même temps, moi, j'aurais tendance aussi, à un moment donné, à imposer aussi le fait d'avoir un projet collectif commun, quitte à faire des groupes, et de se dire qu'à un moment donné, il faut que chacune des personnes constituant le groupe d'un projet puisse se donner la main pour aller au rythme du projet. Et le rythme du projet, c'est pas le rythme de la locomotive qui va aller très très vite et qui aimerait travailler seul, mais ça va être, ou celui qui est en difficulté, mais ça va être effectivement être dans l'acceptation qu'on a un rythme propre au projet qui n'oublie personne. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est hyper important. Et j'ai été très sensible tout à l'heure, mais je n'ai pas pu rebondir sur la notion aussi d'inclusion, parce qu'en fait, moi, je me pose ces questions-là avec un dispositif Ulysse aussi. Et je travaille et je mâchouille et je mastique en permanence la finalité, effectivement, d'une inclusion dans une classe ordinaire. Et je suis persuadé, en fait, qu'elle n'est pas d'abord académique du tout, mais qu'elle est aussi dans l'acceptation du projet collectif de la classe et de l'acceptation, en fait, de celui qui va aussi venir dans la classe vivre un projet. Qu'il ait une différence qui aille jusqu'au handicap. Voilà. Enfin, moi, j'entends parfaitement ce que vous dites, avec la liberté que l'on doit permettre de travailler seul ou de travailler en groupe. Mais à un moment donné, je pense qu'on a quelque chose à dire du fait il faut qu'on arrive de toute façon à travailler ensemble pour un demain, pour un avenir de demain. Voilà. Ne pas essayer de tendre vers ce qui est au cœur du projet de l'enseignement catholique, ça serait ne pas donner la possibilité aux élèves de travailler de manière coopérative. Mais ça serait aussi d'imposer de manière systématique pour le bien des élèves les formes de coopération. Comment ça se fait que plein de jeunes, dès le collège, râlent lorsque des enseignants leur proposent de travailler en groupe, y compris dans des établissements catholiques. C'est parce que cette consigne coopérative a été imposée à l'encontre de besoins ressentis par l'élève. Alors certes, oui, quand on vit en tant qu'adulte, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, mais sauf que pour apprendre, on n'est pas dans la même logique que de la réalisation de projets. On ne peut apprendre que par soi-même. Et c'est de par cette caractéristique de la cognition que la coopération en pédagogie oblige le fait de ne pas obliger les élèves à coopérer. Après, il peut y avoir des intérêts à développer des habiletés prosociales avec des élèves,
mais pas forcément avec des formes de coopération qui visent à aider les élèves à apprendre. En tout cas, pas par des formes de contraintes scolaires. Je pense par exemple aux dispositifs de jeux coopératifs qui sont proposés à l'échelle d'une classe et qui ne laissent pas trop le choix aux élèves de participer ou de ne pas participer. Et les jeux coopératifs ont effectivement pour effet de développer chez les élèves des liens de solidarité mutuelle. Mais sauf que ça ne passe pas par le prisme d'activités en français, en mathématiques, en histoire ou autre. Ça passe par des prismes d'activités qui se centrent sur ces objectifs-là. Et le problème, c'est que confondre les moyens avec les objectifs, ça revient aux mêmes problématiques que de confondre coopération et collaboration. Parce que la coopération, elle peut être intéressante pour donner plus de chances aux élèves de mieux apprendre et de rendre la fonction d'enseignement plus facile pour les enseignants, alors que la collaboration, elle a pour fonction de rendre plus facile la réalisation d'un projet commun au niveau des adultes. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer l'exemple d'une classe, ou plutôt d'un îlot dans une classe de CM1. C'est une classe dans une école à Paris, où l'enseignante est une enseignante qui est extrêmement motivée par son travail, qui travaille beaucoup pour le bien-être de ses enfants, et qui fait partie d'une équipe où ils ont mis la coopération dans le projet d'école. Et quand on est arrivé, nous, en tant que chercheurs, et qu'on a dit on est content de travailler avec vous, et qui accepterait de nous accueillir dans la classe, c'est cette enseignante qui a accepté. Bon. Alors c'est une leçon de vocabulaire sur les homonymes. Et donc elle a utilisé quelque chose que tout le monde va rapidement reconnaître. Elle a distribué aux îlots une feuille avec des exercices, il y en a 3, et elle a dit aux enfants, vous avez 15 minutes pour essayer de répondre au maximum de questions posées par ces exercices. Donc ça va durer 15 minutes, je ne vais pas vous montrer les 15 minutes, mais 2-3 minutes vont suffire. Voilà. Et après on va en discuter. Vous êtes combien par table à devoir travailler? 1, 2, 3, 4, Vous avez 5, 6. un quart d'heure pour faire l'exercice. Est-ce que vous allez avoir le temps, en cherchant une seule personne cherche un mot dans le dictionnaire pour faire tous les exercices? Non. Donc on va chercher plusieurs dictionnaires, un préposé par table. On va chercher plusieurs dictionnaires. Et ici c'est vert, c'est ce vert. Non, c'est pas pareil. C'est ce vert, parce que ce vert là, c'est comme si tu vas vers là-bas, tu vas vers là-bas. Ok, vas-y, mais ce vert. Oui, voilà. Mais en plus, on peut gommer. Mets ton chapeau. Attends, vert. Mets vert, ce vert, la couleur vert. On se dirige vers. Ton pays, là, ton pays, il est là. On va savoir. C'est Sri Lanka, ton pays. Voilà, je vois. Attends, stop. Vert. Il y a deux victoires. Vert. T'as vu? On se dit vert. Mais là, c'est vert. C'est vert à la fin. Oui, c'est moi aussi. Après, c'est pris. Mon pays, et Esther, tu cherches? Oui. Bah, on dirait pas. Allez, dépêche-toi. Attends. Il a peint sa maison. C'est ce pain. Alors, on va s'arrêter là. Quand t'as mis de la peinture, tout ça. Est-ce que juste on peut remettre l'image figée là de cet îlot d'enfants? Que je vous en dise un petit peu plus. Donc, c'est un exemple, ça, si vous voulez, de vidéo prise. Je fonctionne avec des caméras subjectives. Et donc, les élèves sont équipés de micro-cravates. Après, on a un logiciel qui fait la synchronisation des bandes audio et de la bande vidéo. Et c'est ce qui permet après de faire les entretiens d'autoconfrontation avec les enfants. Donc ce que je vais vous expliquer, je l'ai appris parce que les enfants me l'ont expliqué à leur tour. Alors le garçon qui est au milieu, avec le pull un peu foncé, s'appelle Tanush, et c'est un élève qui est très fort à l'école. Et en plus d'être très fort, c'est un élève très sympa. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas si vous avez repéré ce qu'il fait, il prend la feuille, et puis il prend le stylo, et il répond aux exercices.
Et il a quasiment toutes les bonnes réponses du premier coup. Quand je lui dis « Tanush, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Sa réponse est immédiate, il me dit « Je n'ai rien appris du tout ». Je dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il me dit « Parce que je le savais déjà. Mon grand frère me l'avait déjà expliqué. » Et je lui dis « Mais si tu le savais déjà, pourquoi tu travailles ?» Et c'est là où on voit qu'il est sympa. Il dit « Parce que les autres, ils ne savent pas et moi, je veux les aider. » À gauche de Tanush, il y a Clément, avec le t-shirt bleu, et à sa droite, il y a Clément, et à sa gauche, il y a Sarah. Alors, ce sont deux enfants qui, pendant 15 minutes, il faut vous dire que ça dure 15 minutes, cette situation, qui prennent un dictionnaire, et ils m'ont expliqué pendant les entretiens qu'il y a une petite compétition qui se crée entre eux deux pour savoir quel est le premier de Clément ou de Sarah qui va arriver à mettre sous les yeux de Tanush non pas la définition, mais l'endroit où se trouve la définition dans le dictionnaire pour que Tanush lise et arrive à répondre correctement à l'exercice. Donc Clément et Sarah sont à fond pendant 15 minutes, mais ne font rien du tout en termes d'utilisation des homonymes. Ils ne font qu'apprendre par une compétition mutuelle à se servir de la manière la plus rapide possible du dictionnaire. Donc quand je leur demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, aucun des deux ne parle des homonymes. Au fond, en gris clair, c'est un garçon qui s'appelle Mohamed. Alors Mohamed, ce qu'il fait, c'est que très rapidement, il prend un dictionnaire. Alors là, on ne le voit pas parce que c'est pixelisé, mais il prend la première page du dictionnaire, là où il y a les planches de drapeaux. Et c'est une école où il y a 68 nationalités différentes. Alors, il n'y en a pas 68 dans la classe, mais il y en a plusieurs. Et donc, son activité pendant 15 minutes, alors d'abord dans son îlot et ensuite dans les autres îlots de la classe, c'est de trouver le drapeau des copains. Alors, il fait ça de manière très intense, c'est très intéressant au niveau interculturel, mais ça n'a rien à voir avec les homonymes. Et donc, moi, quand je vois ça, alors la caméra est posée et je vois l'image derrière mon téléphone. Quand je vois ça, je me dis bêtement, en fait, Mohamed, c'était un enfant qui n'a pas envie de travailler. Et pendant l'entretien, je lui dis ça. Je dis, mais Mohamed, pourquoi tu ne travailles pas? Et ce qu'il me répond m'a étonné et m'a permis de bien comprendre, après des comportements similaires aux siens que j'ai rencontrés ailleurs. Il me dit, mais non, mais c'est pas que je ne travaille pas, c'est que c'est pour gagner. Alors je lui ai demandé de repréciser et à chaque fois il insiste sur ça, c'est pour gagner. Je dis, mais il n'y a rien à gagner, Mohamed, puisque c'est un exercice de vocabulaire. Il me dit, mais si, c'est pour gagner, parce que, on ne le voit pas, mais dans la classe, il y a plein d'équipes. Et dans mon équipe, il y a Tanush, il est très fort. Et si je ne le dérange pas, c'est sûr que c'est mon équipe qui gagne. Ce qui est un comportement solidaire exemplaire. Je me retire pour laisser le plus fort de mon équipe aller marquer le but. Sauf que Mohamed n'a rien travaillé sur les homonymes. Et puis la petite fille qui est en face s'appelle Esther. Esther, c'est une petite fille qui est inscrite en dispositif Ulysse. C'est une petite fille, quand je rentre dans les classes, je me présente, et donc il y a des enfants qui se présentent, et elle s'est présentée, elle dit « Bonjour, je m'appelle Esther et je suis en difficulté ». Pendant 15 minutes, ce que fait Esther, c'est du simulacre. C'est-à-dire qu'au début, vous l'avez peut-être remarqué, elle est sur ses avant-bras et elle regarde les autres. Et elle m'explique à ce moment-là, je dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « J'écoute ». Je dis « Mais qu'est-ce que tu écoutes ?» Elle me dit « Je ne sais pas ». Je dis « Mais pourquoi tu ne sais pas ?» Elle me dit « J'ai pas compris ce qu'il fallait faire ». Et je dis au bout d'un moment, donc vous avez vu, elle prend le dictionnaire, elle tourne les pages. Alors il se trouve qu'elle tourne les pages pendant 15 minutes, enfin 13 minutes, mais le dictionnaire est à l'envers. Et je lui dis, mais tu sais lire à l'envers? Elle me dit, non, et elle n'avait pas vu que le dictionnaire était à l'envers. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à tourner les pages? Elle me dit, mais en fait, c'est parce que Clément, il m'a dit, Esther travaille, et quand j'ai tourné les pages, il a arrêté de m'embêter. Donc c'est très étonnant, si vous voulez, et le fait de faire des entretiens d'autoconfrontation avec des élèves révèle ce type de réalité. Mais
la réalité la plus intense, c'est pas ce que les enfants disent qui peut être savoureux en termes d'anecdotes. La réalité la plus intense, c'est lorsque j'ai fait écouter les entretiens à la maîtresse, qui s'est mise à pleurer et qui a quitté la salle où on travaillait et qui ne m'a plus parlé pendant 6 mois. Alors après, pendant les mois d'après, je suis allé travailler avec d'autres enseignants. Mais quand j'ai pu retravailler avec cette enseignante, alors je me suis excusé en disant « j'ai dû faire quelque chose qui t'a blessé ». Elle m'a dit « mais non, pas du tout ». Elle m'a dit « mais quand tu m'as fait écouter ces entretiens, j'ai eu la plus grosse honte de ma vie d'enseignante. » Parce que quand dans la salle des maîtres, tu nous as demandé qui voulait que tu viennes dans la classe, moi j'ai dit oui, parce que je pensais que mes élèves y coopéraient bien. Et en fait, je me suis rendu compte en écoutant les enfants que ce qu'ils faisaient, c'était pire que de ne pas coopérer. Et effectivement, avec la même situation, les mêmes exercices, si elle avait fait travailler les enfants tout seuls, tous n'auraient pas progressé, mais beaucoup plus auraient appris quelque chose. Y compris Tanush, y compris Esther. Pourquoi il y a un si gros décalage? La raison première, c'est l'absence de formation. Cette enseignante, quand je lui ai demandé d'où vient cette idée de faire coopérer des enfants de cette manière-là, elle m'a répondu, c'est comme ça qu'on m'a fait travailler quand j'étais à l'UFM de Paris. C'est comme ça qu'on organise le travail en groupe quand je suis en animation pédagogique de circonscription. C'est comme ça même que j'ai travaillé en groupe quand j'étais élève. Donc on n'est non pas dans de la formation, mais dans de la reproduction. Et je lui ai dit, et donc, qu'est-ce que tu retiens? Elle me dit, je retiens que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire coopérer des élèves. Et effectivement, là, ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas de la coopération, c'est de la collaboration. Et c'est pour ça que ce que vous disiez en termes de projet, effectivement que c'est très fort. Sauf que la façon dont on organise la coopération détermine les conséquences éducatives que ça peut avoir auprès des élèves. Et ces conséquences, du point de vue des enseignants, elles se construisent dans la formation initiale, dans la formation continue, et aussi, et je suis content que vous soyez là, dans l'organisation ordinaire de la vie de l'équipe d'une école. Parce qu'il n'y a rien de structuré dans la façon dont cette équipe vivait, alors ça a changé maintenant, hein, bien sûr, mais il n'y avait rien de structuré qui aurait pu donner la possibilité à chacun de ces enseignants de se rendre compte qu'il y a une différence entre de la collaboration, travailler avec d'autres pour un même projet, et de la coopération, c'est-à-dire centrée sur la recherche d'apprentissage et de bénéfices individuels. Oui. Alors je peux vous montrer. Alors je vais récupérer la souris. Alors donc là on est. Alors je vais vous montrer deux choses. La première c'est, je vous montre ça. C'est-à-dire que là on ne parle que du travail en groupe. Mais le travail en groupe n'est pas représentatif de toutes les formes de coopération. Et là, vous en avez un premier étalage, mais tout n'y est pas. Par exemple, ce qui n'y est pas que vous devez connaître, ce sont les quoi de neuf, qui sont des formes de coopération, ou les messages clairs, ou les enfants médiateurs. Voilà, tout ça, ce sont des formes de coopération qui n'apparaissent pas. Donc il y en a plein. Donc la première chose, c'est de dire que il existe plein de manières différentes d'organiser de la coopération. Chaque dispositif s'organise d'une manière spécifique avec des précautions particulières. Par exemple, sur le travail en groupe, là, ce qui a posé problème, dans l'extrait que je vous ai montré, c'est que c'est un exemple caricatural de consensus de complaisance. Tout le monde était d'accord, tacitement, pour être d'accord avec ce que Tanush allait faire sans même avoir à se poser la question. Alors, je vais vous montrer. Donc, la première idée, c'est ça, c'est-à-dire que chaque forme de coopération s'organise de manière spécifique avec des intentions particulières. Ce qu'on a travaillé avec cette équipe et avec d'autres sur l'organisation du travail en groupe, alors je vais vous le montrer. C'est celle-ci.
c'est de structurer, alors c'est pas dans toutes les séances, si vous voulez. Il y a des séances où c'est intéressant, dans des séquences d'enseignement, de mettre en place du travail en groupe, surtout les séances de début de séquence où on va présenter des nouvelles notions aux élèves. Par exemple, là, sur la notion d'homonyme à des enfants en CM1. Et donc, la structuration pédagogique d'une séance avec du travail en groupe, elle peut se représenter avec ces 5 modalités. D'abord, un temps de présentation de la consigne, qui n'est pas un temps à bâcler, parce qu'on s'est aperçu que des enfants qui n'ont pas compris ce qu'il fallait faire, quand on les met en autonomie, ils n'inventent pas par magie ce qu'il faut faire. Donc consacrer du temps à la dévolution de la consigne, c'est-à-dire l'appropriation par les élèves, c'est jamais du temps perdu. Le deuxième temps, et que là vous ne l'avez pas vu puisque c'était de la collaboration, c'est paradoxal, c'est avant de faire coopérer des élèves, de les faire travailler tout seuls. De manière à ce que... Alors ça c'est profondément contre-intuitif. Si jamais personne ne le souligne, comment voulez-vous qu'un enseignant à qui on ne l'a jamais montré ou jamais expliqué trouve par lui-même ou par elle-même le fait qu'avant de mettre les élèves en groupe, il faut d'abord les faire réfléchir tout seuls. Mais le gros avantage de ça, c'est que ça permet d'autoriser chaque enfant, et y compris les plus vulnérables, à se poser la question et donc à avoir des choses à dire au moment où le groupe va commencer. Donc, troisième étape, le groupe, avec 2 caractéristiques, constitués aléatoirement, avec des élèves volontaires. Et ceux qui ne veulent pas être dans un groupe, ils font la même chose tout seuls. Un groupe, ça dure 5 minutes généralement. 15 minutes, c'est beaucoup trop long. 5-10 minutes, grand maximum, en lycée, sur des interprétations littéraires, ça peut aller jusque-là, mais après, on prend le risque d'effacement d'élèves et de stratégie de consensus de complaisance. 4e étape, l'enseignant note au tableau toutes les réponses différentes que les groupes ont pu donner à la question qu'on a posée, de manière à créer du conflit socio-cognitif, non pas à l'échelle du groupe, mais à l'échelle de la classe. Et une fois que cette palette de réponses différentes et plausibles est présentée aux enfants, se tourner vers eux et leur demander qui a raison. De manière à ce que le doute et l'incertitude puissent rentrer dans un maximum de têtes possible. Et lorsque les enfants en ont assez de se poser la question, en fait, ils sont mûrs pour pouvoir obtenir le savoir scolaire qui était nécessaire pour résoudre la situation problème. Et donc c'est là où on leur explique, on leur montre, on montre des exemples, on répond aux questions. Et la dernière phase, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de terminer un moment de coopération par un moment individuel. Et un moment individuel avec une rétroaction immédiate. Alors c'est un peu technique, c'est-à-dire de dire aux enfants, voilà, est-ce que vous n'avez plus de questions sur ce que je viens de vous expliquer ? Voilà un exercice que vous allez faire seul, sans coopération. Quand vous pensez que c'est que vous avez terminé et que vous avez juste, vous levez la main, je passe derrière vous, je vous dis juste 2 mots. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Si c'est bon, tu peux faire autre chose. Si c'est pas bon, reprends ton entraînement et tu as le droit de demander des explications à quelqu'un à qui j'ai dit que c'était bon. De manière à ce que la séance se termine avec un maximum d'élèves qui a réussi cet exercice de rétroaction, de manière à ce qu'il ait l'impression d'avoir compris quelque chose de nouveau. Alors, avoir compris, ça ne suffit pas pour avoir appris. Ensuite, on a besoin de s'entraîner, de reprendre, de diversifier, de transférer. Mais c'est beaucoup plus simple d'essayer de mémoriser quelque chose que l'on a compris plutôt que d'essayer d'automatiser des gestes qui ne font aucun sens pour soi. Donc, pour répondre concrètement à votre question, on en est là. Sylvain Connac, je suis ici. Il nous reste 10 minutes. Je me demandais si on ne pourrait pas aborder la collaboration ou la coopération entre membres des équipes éducatives. Comment est-ce qu'on organise ça ? En tous les cas, comment est-ce qu'on promeut ? Comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait l'étincelle et que, au sein d'une équipe d'enseignants et avec le chef d'établissement, il y ait davantage de collectifs ? Donc là, on va aborder un tout autre sujet, c'est-à-dire la façon dont, en tant que chef d'établissement, on peut organiser le travail d'une équipe enseignante,
non pas dans des objectifs d'apprentissage individuel, mais avec des objectifs d'aboutissement du projet du collectif. Donc là, on est véritablement dans de la collaboration. Alors, ce qui est valable des élèves, l'intérêt de la coopération, est-il de même à l'échelle des adultes? En fait, non, sauf si on fait de la formation. Parce que les préoccupations en termes d'apprentissage sont les mêmes dans de la formation que dans de l'enseignement. Mais si vous êtes là, ce n'est pas en tant que formateur, c'est en tant que chef d'établissement. Et donc, ce qui est valable pour organiser du groupe avec des fonctions pédagogiques ne vaut pas avec des fonctions de chef d'établissement. Ce n'est pas du tout le même objectif. Alors, je vais vous montrer sur une diapositive là où on en est justement des dispositions un peu nodales d'organisation d'une structure collaborative au sein d'une équipe de professionnels. Alors, il y a plusieurs idées. Ces idées s'appuient beaucoup sur des pratiques qui, dans le champ de l'entreprise, ont été développées et expérimentées depuis bien longtemps qu'à l'école. Ce sont des pratiques qui s'appellent de la sociocratie ou de l'holacratie, qui sont des formes d'organisation du travail d'adultes, de professionnels, avec des dimensions plus ou moins affirmées d'horizontalité. La sociocratie est beaucoup moins collégiale que l'holacratie, par exemple. Mais on va rentrer sur des formes premières d'organisation de la collaboration. La première idée, c'est que les moments où la collaboration se construit, ce sont les moments de réunion. Sauf que ces moments de réunion ne s'improvisent pas. J'imagine que vous avez déjà été sensibilisé à tous ces éléments-là. Je redonne quelques éléments qui vont vous sembler des évidences, j'imagine. La première, c'est de créer des routines, par exemple en choisissant des maîtres mots de conduite de la réunion. Une réunion d'équipe n'aborde pas toujours les mêmes sujets, mais se passe globalement de la même manière. Une forme de routine, c'est par exemple de déterminer des fonctions qui tournent selon les réunions, mais les fonctions, elles, sont toujours les mêmes. Quelqu'un qui va distribuer la parole, quelqu'un qui va faire attention au temps, quelqu'un qui va se charger d'une partie du compte rendu, quelqu'un qui va faire en sorte de veiller à ce que l'ordre du jour soit respecté, etc. Bon. Le deuxième point, c'est être attentif à l'ordre du jour, qu'il y ait un ordre du jour qui puisse être construit avant la réunion et qui soit respecté pendant la réunion. Le troisième point, c'est le fait de respecter les horaires. Si on a décidé de s'arrêter à 16h, mais à 16h, c'est terminé. Le point suivant, c'est la rédaction de comptes rendus qui sont envoyés à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas pu être présents ou qui n'ont pas voulu être présents. Et le dernier point, c'est de ne pas oublier les dimensions de convivialité. Le fait, par exemple, d'organiser un apéritif, un repas, c'est pas très Covid compatible en ce moment, mais on arrive à trouver des formes, ou le fait tout simplement de penser à orner l'espace de travail avec une plante ou un bouquet de fleurs. C'est des choses qu'on en a pu repérer dans des équipes qui fonctionnaient de cette manière-là. Le deuxième point, ça concerne les modalités de prise de décision. Les deuxième, troisième et quatrième points. Le pire, dans une équipe, c'est de prendre des décisions par vote. Autant à l'échelle d'une nation, alors les spécialistes en sciences politiques ont des alternatives au vote, mais ça reste difficile à organiser. Mais dans des équipes qui sont des petites structures, il existe plein d'autres façons de prendre de décisions que le vote. Et le vote est la manière de décider la plus problématique parce qu'elle s'apparente au fait que la majorité des avis impose son idée à toutes les minorités. Et donc ça crée logiquement du ressentiment et du clivage au sein d'un groupe. Donc ça, c'est pas de nous, hein, c'est pas des penseurs en sociocratie, c'était déjà expliqué dans la philosophie de Jürgen Habermas sur l'organisation démocratique. Donc, plutôt que de voter, essayez de chercher un consensus. Alors, comment on obtient un consensus dans une équipe avec une phrase rituelle qui est, non pas qui est pour, mais plutôt qui est contre?
et en posant la question qui est contre, si personne ne répond, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, ça veut dire que personne est contre le fait d'essayer cette possibilité-là. Donc si personne n'est contre, à ce moment-là, ça devient une décision qu'on met en place et qu'on discute à la prochaine réunion. Si quelqu'un est contre, ça arrête le processus et on en reparle à la réunion d'après, sous couvert qu'on puisse en reparler. La réunion d'après, on ressoulève le problème, on en rediscute. Alors les 4 modalités en sociocratie d'une prise de décision, c'est proposer, discuter, décider et appliquer. La proposition peut se faire par l'intermédiaire d'un cahier de réunion que l'on remplit avant la réunion. Les modalités de discussion se font pendant la réunion avec des précautions démocratiques de respect de la parole. Les modalités de décision se fondent sous la recherche d'un consensus ou d'un consentement mutuel. Et les modalités d'application sont possibles par l'intermédiaire des comptes rendus qui deviennent le premier ordre du jour d'une nouvelle réunion. Quand on commence une réunion, on lit les décisions prises à la réunion précédente pour voir si effectivement ces décisions ont permis de résoudre les problèmes qu'on leur rencontrait. Voilà. Donc je suis allé un peu vite, mais on est dans ces logiques-là, et c'est 16h en moins de 2. C'est magnifique. Est-ce qu'il y aurait encore une question peut-être ? Pas de questions. Je crois que ça a été extrêmement riche, extrêmement inspirant. Merci infiniment Sylvain Connac pour cette belle présentation. Demain matin... Merci à vous. Ça a été vraiment très bien qu'on puisse interagir au fur et à mesure de votre présentation. Demain matin, nous reprenons notre programme dès 9h ici même. Donc ça signifie qu'il faut se lever tôt, qu'il faut être à 7h45 dans le hall et dans le bus, dans le car à 8h. La deuxième partie de notre congrès s'annonce tout aussi intéressante que la première, avec des interventions d'Aurélia de Saint-Exupéry, la secrétaire générale de la FNOGEC, le point retraite de Jean-Pierre Lecossois, ainsi que l'intervention de Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Mais pour l'heure, je vais passer la main à l'équipe d'organisation du congrès qui va nous délivrer quelques informations pratiques concernant le départ vers la cérémonie eucharistique et la soirée festive. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente soirée. Alors, pour le moment, de 16h à 16h30, nous vous proposons dans le grand salon une petite pause où vous pourrez vous restaurer. Ça faisait longtemps. À partir de 16h30, le vestiaire sera ouvert. Il va falloir que vous récupériez vos bagages si vous en avez laissé à la bagagerie. Nous partirons à 17h. Les bus nous attendront devant le centre des congrès. Nous partons donc à 17h. Vous monterez dans un bus. Vous garderez bien le numéro en tête. Et vous pourrez y mettre vos bagages et les laisser pour toute la soirée après. Quand on sera à la célébration, au retour de la célébration, il faudra remonter dans le même bus pour aller à la Verrière. Et pour rentrer dans vos hôtels, vous remonterez encore dans le même bus. Voilà, on vous a tout dit. C'est bon ? C'est aussi un temps pour profiter des exposants. N'hésitez pas à aller voir, les exposants sont encore dans les salons, donc n'hésitez pas à retourner les voir. Oui, j'ai commencé par ça. Ils sont moqués parce que j'ai dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encore mangé. Les 3 autres, ils vont au même endroit, mais qui regardent.